En route pour un voyage sensible avec Katia, Valérie, Pauline et Prisca. Entre leurs rêves de départ et leur réalité aujourd'hui, elle propose une réflexion qui remet en question culture intensive et agro-industrie. Le souhait de ces pionnières de l'agroécologie wallonne est avant tout de mettre à notre disposition une nourriture saine et savoureuse. Elles abordent l'agroécologie autour d'une approche globale symbolisée par un mandala de 7 axes. De chacun de ces axes émerge leur vécu. Chaque branche ouvre sur un versant de ce qui tisse la réalité des femmes et des hommes. L'accès aux ressources, le système de production, la destination de la production, marché et consommation, le travail digne, la sécurité, le développement des savoirs locaux et la co-responsabilité familiale et citoyenne. Poussons la porte de leur ferme, à Villers-sur-Lez, Wavreil, Ytre et Mont-Saint-Guibert, et découvrons comment elles conjuguent savoir-faire et recherche constante pour améliorer davantage leurs pratiques et au final, ce qui garnira notre assiette. Je ne suis pas née dans le milieu agricole. Même si mon grand-père élevait quelques bêtes, j'ai toujours été attirée par la nature. Mais je ne côtoyais pas le monde agricole. C'est ma rencontre avec Claudie qui a été déterminante. Claudie avait repris la ferme familiale. J'ai plongé avec enthousiasme dans le travail de la ferme. J'ai toujours gardé un emploi salarié, mais j'aidais toujours dans la mesure de mes disponibilités. Je m'occupais aussi beaucoup de notre fils Jérémy, qui très tôt a développé des allergies et de l'asthme. Nous sommes tous et toutes en recherche, en chemin. Je ne suis pas issue directement du milieu agricole, même si mes grands-parents étaient fermiers. Nous vivions à la campagne sans toucher la terre. Après des études de kinésiologie et une courte carrière, j'ai ressenti le besoin de me reconnecter au vivant. J'ai grandi en ville. Je suis venue à ce métier sans vraiment l'avoir choisi. Après mes études d'institutrice, j'ai été engagée dans une école d'enseignement spécialisée. Andy, mon mari, a fait des études d'assistance sociale, puis d'anthropologie. Il a grandi dans le monde agricole et a toujours été attiré par le travail de la terre. Ça fait 7 ans que nous sommes installés ici et 10 ans que le projet du Jardin des Saules mûrit en nous. J'avais 20 ans. Je suis originaire de Bruxelles, ce qui ne m'a pas facilité la tâche lorsque je me suis lancée dans le maraîchage il y a 6 ans après mes études d'agronomie à Louvain-la-Neuve. Au début, j'ai travaillé à Fan de Carottes en tant qu'associée, puis j'ai rejoint en tant qu'indépendante complémentaire un projet Agré d'Oiseaux. Et depuis 3 ans, j'ai lancé mon propre projet. Lorsqu'on a envie de se lancer dans le maraîchage, la difficulté est de trouver une parcelle adaptée et sur laquelle on peut s'investir sur du long terme sans craindre que la terre soit reprise. Depuis 3 ans, je cultive sur un terrain situé derrière une école. Elle se trouve à 2 km de mon domicile. En échange de la terre, les enfants viennent découvrir le maraîchage avec leur classe. Je cultive sur 30 arts des légumes et je m'occupe de la gestion de l'ensemble du terrain. Pour du long terme, cette situation a ses limites, car je n'ai pas pu organiser mon espace de travail de la manière la plus adéquate. Et je n'ai pas investi dans le lieu comme je le ferais s'il m'appartenait. Par exemple, je viens d'installer l'électricité. Pour l'eau, ce n'est toujours pas évident. En cas de gel, je n'y ai pas toujours accès. Je perds donc beaucoup de temps à gérer des choses qui pourraient être facilitées si le terrain était mieux équipé. Malgré tout, je me rends compte que j'ai beaucoup de chance. Je partirai sans doute un jour pour travailler dans de meilleures conditions acceptables pour du long terme. Dans une ferme, il faut savoir tout faire. Nous avons vécu 4 ans dans une ferme communautaire, une micro-société très riche. Ensuite, il a fallu 3 ans pour trouver une ferme, et ce fut avec un bail agricole. L'accès à la terre reste une difficulté réelle. La stabilité financière n'est jamais atteinte. On recherche régulièrement de nouvelles stratégies de commercialisation des plans financiers. C'est un peu cyclique. C'est grâce à l'appui de mes beaux-parents que nous avons pu accéder à cette terre et créer le Jardin des Saules. Il faut savoir qu'en Brabant wallon, les terres agricoles sont vraiment très chères. Les parents d'Andy avaient acheté le terrain jouxtant leur ferme. Ils nous ont proposé de le louer et y en faire rénover une maison. En étant locataire, on ne prenait pas trop de risques. L'idée était que si notre projet se développait bien, nous rachèterions les terres. Et c'est ce que nous avons fait en 2018, en ayant pu vérifier que le projet tenait bien la route. Il y a des moments difficiles. Parfois, on s'est demandé comment on allait y arriver. On se dit qu'on est un peu fou, mais au moins on est 2. C'est grâce à la coopérative Terre en Vue
que nous allons lancer notre boucherie. On a en effet pu louer 10 hectares de terre achetés par les coopérateurs. Nous n'avons pas dû emprunter pour acheter ces terres et pu construire une nouvelle étape, l'ancienne étant destinée à la boucherie. Depuis 20 ans, nous avons choisi de nous inscrire en filière bio. On en avait assez d'être sollicités par les marchands d'aliments, d'engrais, etc. Or, on ne souhaitait plus utiliser d'intrants. Et puis, la région se prête bien au bio. On avait l'impression d'entrer dans une routine où on nous poussait à agrandir. Or, on ne voulait pas s'inscrire dans l'élevage intensif. Et cela se fait souvent aux dépens de la qualité. On a choisi d'élever la race blonde d'Aquitaine. J'ai lâché mon emploi. Nous avons décidé d'ouvrir une boucherie à la ferme. J'ai suivi une formation en boucherie pendant 3 ans. La boucherie permettra de vendre au détail. Dans notre ferme alternative bio, nous développons 3 métiers. La production, lait, viande et légumes pour la famille et des amis. La transformation, la fromagerie à la ferme, ce qui m'occupe le plus avec d'autres fromagères. La vente, directe par le magasin à la ferme et 2 marchés locaux de producteurs, et indirecte par la préparation de commandes pour des groupements d'achat, des revendeurs et un grossiste. Personnellement, je ne m'occupe pas de l'élevage et donc pas de la production. Au potager, j'adapte aussi en fonction de l'évolution du contexte et du changement climatique. Vu les sécheresses répétitives, je m'oriente plutôt vers la permaculture. Ce qui me plaît, c'est ce travail à l'extérieur. Le fait que ce soit un travail physique, que je sois indépendante, que ce soit un travail créatif, utile et local. Ce sont les aspects respect de la santé et de l'environnement qui me motivent depuis très longtemps. On a toujours mangé bio chez moi depuis que je suis toute petite. Notre souhait est de vivre simplement, nous avons peu de besoins. Notre volonté, c'est d'être les jardiniers de ceux qui n'ont pas l'occasion de jardiner eux-mêmes. Ça donne du sens à ce que l'on fait. Depuis très longtemps, on est conscient de l'impact de nos modes de consommation sur l'environnement. Alors notre objectif, c'est à la fois de faire du maraîchage bio, mais aussi de créer du lien. Donc par exemple, mes élèves viennent chez nous, on les accueille à la ferme. Je nous perçois comme un point de rencontre entre les communes de Nivelles, d'Ytre et de Braine. Les clients n'hésitent pas à faire quelques kilomètres pour s'approvisionner en légumes frais et de qualité chez nous. On a beaucoup de demandes de stages d'observation. En fait, beaucoup de gens cherchent à donner du sens à ce qu'ils font. Ce qui me passionne dans ce projet est l'ouverture au monde, à la dynamique sociale. Nous nous sommes très vite investis dans des mouvements associatifs locaux, tels que Colibri et Rochefort en transition, ce qui aboutit entre autres pour nous à la dynamique des marchés fermiers. J'aime le rassemblement de toutes ces énergies positives des producteurs locaux. L'effervescence des marchés dans la cour de la ferme est à chaque fois un petit bonheur. Beaucoup de producteurs se tournent vers les villes. Nous, on aimerait privilégier un circuit court. On essaye d'être en autonomie fourragère ou de se fournir chez des agriculteurs proches, en bio de toute façon. On fait partie du marché Colibri depuis 10 ans. Ça nous permet de montrer ce que l'on fait. À Rochefort, on fait partie de tout un réseau de gens sensibles au circuit court et au bio. Grâce au magasin, les clients viennent à nous. Et nous ne devons pas aller sur les marchés. Et ça nous facilite vraiment la vie. On occupe une place de relais. Par exemple, on vend le miel d'un apiculteur de Braine-le-Château, du vinaigre de miel que fabrique une de nos clientes. On fait partie de la coopérative Agricovert et d'un petit réseau de maraîchers et de restaurateurs. J'envoie un formulaire de vente chaque semaine et ça fonctionne bien. En moyenne, je vends 25 paniers par semaine. Je vends pratiquement tout en vente directe. J'ai 2 points de dépôt, un à l'école et le second à la maison. Ça me convient bien car je n'ai pas envie de passer mon temps sur la route et à charger et décharger ma camionnette. Le bouche à oreille fonctionne bien. Je ne fais pas beaucoup de publicité. Toutes les semaines, on se dit que c'est beaucoup de travail, que ça nous tue, mais on réalise qu'on a de la chance. On sait qu'en étant propriétaire, on ne sera jamais mis dehors et qu'on est maître de ce que l'on fait. Alors bien sûr, en rachetant l'exploitation, on s'est très fort endetté et on a un gros remboursement à honorer. Au départ, je travaillais à temps plein, puis je suis passée à 4/5e temps. Je m'occupe de la vente de la production des légumes les vendredis et samedis, et le fait de travailler en AMAP permet de créer une autre forme de contact avec les clients. Ceux-ci se sentent davantage concernés par le projet et nous assurent une forme de sécurité financière.
Lorsque nous attendions notre premier enfant, Andy a eu un gros problème de santé. Il a dû être hospitalisé. J'ai pu compter sur le soutien des membres de la MAP. Certains sont venus m'aider plusieurs semaines. J'ai vraiment senti une chouette dynamique. Au fil du temps, nous avons en plus de nouveaux clients qui n'ont pas la possibilité de rejoindre la MAP, mais qui nous soutiennent en venant dans notre magasin selon une formule plus classique. Jusqu'à présent, l'activité ne me permet pas de dégager beaucoup de bénéfices. Je travaille à l'extérieur, à 3/5 pour Bio-Wallonie, la SBL qui encadre les producteurs bio. Je fais un métier qui a du sens, même si parfois il faut s'en convaincre. Lorsque l'on sait que des producteurs bio en grande culture produisent certains légumes à un coût de revient beaucoup plus faible qu'un maraîcher. Le tout, c'est de pouvoir s'y retrouver financièrement. Je me dis souvent que c'est beaucoup de sacrifices pour pas grand-chose. Je gagne 3-4 fois plus dans mon emploi salarié. Le revenu horaire en maraîchage est faible, mais c'est à peu près pareil dans tout le secteur agricole. Notre situation est aussi un peu ambiguë. D'un côté, les gens sont impressionnés, admiratifs, et d'un autre côté, il faut expliquer, justifier le prix, car il n'est pas toujours bien compris. En tant que productrice bio, je bénéficie d'aides pour payer la certification bio. Il existe aussi des aides à l'installation, mais pour les néo-ruraux, les conditions d'accès ne sont pas adaptées, et c'est donc difficile à obtenir. Mais au final, il y a toujours cette passion de produire, de faire pousser ses légumes, et d'aboutir à un produit en faisant interagir plein de savoirs et savoir-faire. Les imprévus sont quotidiens. Une machine en panne, des analyses de lait non conformes, des années à bonne fenaison et d'autres où on doit acheter le foin, et donc une perte financière énorme. Les agnolages durant 3 mois et les vélages à tout moment, les vaches ou des moutons qui s'échappent en été à toute heure. Chaque soir à 22h, Bernard retourne à la fromagerie pour terminer faire le tour des bêtes avant de dormir. Samedi et dimanche compris. Et en plus le poids de la charge administrative qui augmente et qui oblige à se faire aider. Ce que je déplore, c'est la manière dont les médias parlent de notre métier. Souvent, on présente les agriculteurs comme les grands responsables des émissions de gaz à effet de serre. Or, nous sommes fiers de produire du mieux que l'on peut, de proposer de la viande saine. Cette attaque nous décourage. On n'a rien à voir avec l'élevage intensif à l'américaine. La tendance végane nous inquiète un peu parce qu'elle véhicule parfois une image très négative. Nous devons sans cesse nous justifier. Une autre difficulté pour nous est que les règlements ne tiennent pas compte de la réalité du terrain. Par exemple, pour obtenir des primes pour les bovins allaitants, il faut que ceux-ci aient entre 18 mois et 7 ans. Nos blondes d'Aquitaine, elles, peuvent véler jusque 18 ans. Du coup, on garde les bêtes, mais on passe à côté des primes. Mon souhait est de créer un projet porteur de sens et local. J'ai envie de l'améliorer en me spécialisant et en investissant, car sinon je risque de m'épuiser pour pas grand-chose. Si on a un accident, un problème de santé, c'est compliqué. Pour des raisons de complications durant ma dernière grossesse, j'ai dû tout arrêter durant plusieurs mois. Heureusement, je travaille avec des bénévoles et la famille a également pris le relais. Grâce à ces soutiens, les clients n'ont pas subi trop de perturbations au niveau de leur approvisionnement. Ce n'est pas simple de combiner une grossesse et un congé de maternité. De mars à décembre, on est obligé de travailler. En gros, au printemps, on plante, en été, on entretient et en automne, on récolte. Il n'y a qu'en hiver qu'on peut faire un break. C'est un travail physique. Au niveau de son corps, cela peut être lourd et entraîner des séquelles si on en fait de trop. L'idéal serait que je lâche mon emploi salarié pour me consacrer exclusivement à la vente, ou au projet du Jardin des Saules en tout cas. Mais ça voudrait dire que si Andy a un souci de santé, on risque de devoir remettre notre projet en question. Mon salaire est une forme de sécurité financière pour la famille. J'ai le statut d'aidante, donc en quelque sorte je suis bénévole. On a également pu engager un saisonnier, ça renforce pas mal l'équipe. Je crains vraiment les sécheresses. La météo est vraiment une source de stress. Heureusement, on a des cultures fort diversifiées. On a aménagé dans le bâtiment principal une salle avec une cuisine, un accès pour personnes à mobilité réduite et un petit vestiaire. Il y a aussi sur notre site 5 gîtes loués presque en permanence. Les gens viennent d'un peu partout. Cela a nécessité de gros investissements. Il est clair que le métier a changé. On utilise de plus en plus les nouvelles technologies. C'est obligatoire. Les bêtes doivent être identifiées par des boucles d'oreilles électroniques dont
L'une effectue des prélèvements ADN pour dépister certaines maladies des bovins. On reçoit une carte d'identité pour chaque bête. La gestion administrative se fait, la plupart du temps, informatiquement. On utilise de plus en plus les réseaux sociaux pour la vente, la promotion, pour échanger des informations sur des forums spécialisés. On essaye de suivre des formations. Claudie suit les formations en matière de travail de la terre, moi, dans le domaine de la vente, des pratiques nouvelles en charcuterie. On y fait des rencontres et ça permet d'échanger sur ces pratiques. Je ressens très fort une coupure dans la transmission du savoir et du bon sens des gens de la terre, de nos grands-parents. J'ai un peu le sentiment d'avoir été coupée de mes racines. Que ce soit dans l'élevage, l'observation du bétail, le savoir-faire fromager, le soin porté à la terre, connaître les plantes médicinales pour l'homme, les animaux, le potager. Nous devons tout réapprendre, suivre des formations et surtout apprendre par la pratique. Au potager, j'ai beaucoup appris par moi-même, par essai-erreur, par observation. J'ai suivi une petite formation en permaculture. On communique beaucoup via les réseaux sociaux. Il y a aussi pas mal de réseaux de maraîchers et ça permet d'échanger des conseils, de partager des informations. On est ouvert à ce qu'il se passe autour de nous. Il y a pas mal de réunions, des formations et une fois par an, on organise une journée porte ouverte à laquelle on invite les membres de notre AMAP. J'évolue tout le temps, j'essaye de nouvelles cultures, des outils qui peuvent m'aider. Je suis pour l'utilisation des nouvelles technologies si elles peuvent m'aider dans mon travail. Par exemple, je suis en train d'améliorer mon système d'irrigation pour que je puisse le commander à distance. Au niveau physique, en tant que femme, on a une autre constitution qu'il faut respecter. Ça nous oblige à regarder plus du côté des outils et des pratiques ergonomiques. Je suis également moins attirée par l'utilisation de machines lourdes et je me suis donc orientée vers des cultures qui nécessitent du travail manuel. J'ai la chance de vivre aux côtés d'un conjoint très ouvert. Chaque difficulté est discutable. Bernard, mon mari, est plus scientifique et moi plutôt intuitive. On s'apprend mutuellement. Chacun développe un peu du domaine de l'autre. Dans une ferme, chacun doit trouver sa place, là où il se sent bien, là où c'est juste pour lui. Les enfants occupent une grande place. Par chance, ma mère est venue pendant plus de 10 ans, 2 jours complets par semaine. Elle aidait beaucoup. Ce n'était pas toujours évident, mais une aide précieuse. Nous n'avons pas vraiment de barrière entre vie professionnelle et vie familiale. Nous sommes là, mais pas toujours disponibles pour les enfants. Je m'arrête rarement de 7h à 23h. Un vrai challenge, comme beaucoup de femmes aujourd'hui. C'est un métier d'indépendant. On peut gérer son temps en fonction de son travail et de sa vie privée. On a assez bien de flexibilité. Par contre, à certaines périodes de l'année, un suivi très régulier doit être fait. Et parfois, il est impératif de travailler un tel jour car les conditions sont bonnes. Mon compagnon a un métier très prenant. Il m'aide de temps en temps lorsque je suis dépassée. Ma famille m'aide également régulièrement. Dans la ferme, on partage les tâches, sauf peut-être au niveau des machines agricoles. Pour la gestion administrative, on se répartit les choses en fonction de ce que l'on maîtrise le mieux chacun. On apprécie d'avoir une vie simple. On essaye de concilier tous les aspects de la vie, ce qui n'est pas toujours évident. Nos filles ont été très vite avec moi dans le magasin. Elles y déambulent à l'aise, elles grandissent dans un grand espace et ça c'est vraiment super. Par contre, je regrette de ne pas avoir davantage de temps à leur consacrer. Quand t'es dans ton magasin et que tes enfants se réveillent de la sieste, tu sais pas aller tout de suite les chercher. Et puis, il est difficile de les conduire à leurs activités. Le peu de temps libre dont je dispose est consacré exclusivement à ma famille. Je suis plus disponible le dimanche, mais Andy, lui, il s'arrête rarement. Nos horaires sont différents selon les saisons. Pour nous, c'est une philosophie de vie. Les choses se passent de manière très juste par rapport à ce qu'on vit. On est très ancrés. Les histoires que nous venons d'entendre confirment combien les femmes sont inventives et indispensables à la survie de la ferme. Elles possèdent un savoir-faire et se positionnent en tant qu'actrices économiques, que ce soit à travers la transformation des produits, la vente directe ou encore le travail que certaines occupent à temps partiel à l'extérieur de la ferme. Et pourtant, subsiste encore aujourd'hui une vision très traditionnelle du métier. Ces agricultrices sont peu valorisées et sont souvent découragées par leur entourage de suivre une formation ou de reprendre la ferme. Surtout s'il y a des garçons dans la fratrie. Pour ces agricultrices, la gestion du temps reste un défi majeur.
Même si les choses changent et que de plus en plus d'hommes s'impliquent dans l'éducation des enfants, c'est majoritairement aux femmes qu'incombe la responsabilité du rôle reproductif. S'occuper des enfants, des personnes âgées, du ménage, leur emploi du temps entre tâches liées à la production et tâches familiales leur laisse peu de temps libre, ce qui explique sans doute qu'elles soient moins présentes dans les organisations sociales et syndicales. Ces agricultrices souhaitent se retrouver pour échanger sur des thèmes qui les concernent et pour défendre leurs droits. Elles aspirent à suivre des formations liées à leur travail agricole, qui est trop souvent perçu comme accessoire et non pris en considération par les recherches et les politiques. Et pourtant, en Belgique, l'agroécologie et le bio gagnent du terrain. Aujourd'hui, 1 hectare sur 10 est en bio, et cela représente 4% du marché. De plus, la commercialisation directe à la ferme de produits de qualité est certainement un moyen de regagner la confiance des consommatrices et des consommateurs et de rendre visible le travail de ces femmes et de ces hommes. Colline Serrault, cinéaste féministe en appui à la transition agroécologique, nous disait « Le travail des femmes n'est pas un cadeau pour les femmes, c'est un cadeau pour la société ».